invité café. Ce n'est pas le portefeuille ministériel le plus évident à gérer. Il coiffe aussi bien les élèves que les enseignants des 5 archipels avec leur lot de difficultés, de nouveautés, voire d'expériences pédagogiques à mettre en place, par exemple les écoles bilingues. Le tout en restant vigilant face à des phénomènes comme la violence à l'école, le harcèlement, le décrochage scolaire ou encore l'absentéisme. Chez les enseignants, sont-ils systématiquement remplacés? Nous poserons la question à notre invité. Bienvenue ce matin aux représentants du ministère de l'Éducation dans le gouvernement. Brotherson, bonjour, Ronnie Telipaya. Yorana à tous, Yorana à tous les auditeurs de Théomahu. Et une pensée particulière en ce premier jour d'octobre aux femmes qui sont atteintes du cancer. Merci donc pour cette introduction. Vous revenez d'un déplacement qui vous a conduit à Bora Bora où des faits de violence ont été signalés ces derniers temps. Alors vous êtes allé jouer un peu les pompiers de service. Quel était le but de ce déplacement? En fait, cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée ministérielle qui a été effectuée depuis la rentrée, et même bien avant. Ça fait partie des actions du ministère de rencontrer les différents partenaires de la communauté éducative de tel ou tel établissement. Et il se trouve que Bora fait partie justement de cette tournée. Et donc c'était l'occasion aussi pour pouvoir aborder la question ces questions de violence. Mais bon, ça ce n'est qu'un point. Ce n'est qu'un point particulier. Mais l'objectif en tout cas, c'est de mettre en place un plan d'action pour favoriser la réussite de tous nos élèves, en tenant compte évidemment des problèmes qui existent. Mais sur ce point bien précis là, de la violence, parce que ça remonte souvent de la bouche des enseignants, des parents d'élèves, qu'est-ce que vous avez mis en place ou vous comptez mettre en place? Alors, il existe au sein de la DG2E une cellule Stop Harcèlement qui existe déjà, qui a déjà été mise en place. Et donc, parallèlement à ça, depuis la rentrée, on a mis en place une heure de discussion avec les élèves, essentiellement basée sur la sensibilisation aux questions de harcèlement. Et j'ai demandé justement que ces questions de harcèlement soient récurrentes tout au long de l'année, notamment lors des heures de vie de classe, au travers des échanges entre le professeur principal et les élèves, et aussi bien dans le premier degré, ça va être pareil. Oui, parce qu'on a vu des images circuler dans les réseaux sociaux, donc de violences pendant la récréation, etc. Il n'y a pas de sans vouloir stigmatiser Bora Bora, mais il n'y a pas de violence plus qu'ailleurs là-bas. Non, pas du tout. C'est un phénomène qu'on rencontre partout. Et donc c'est un phénomène universel et ça touche évidemment aussi la Polynésie. Donc c'est à nous, au sein du ministère, de mettre en place des actions pour pouvoir lutter contre ça. La réponse, est-ce qu'elle n'est pas, j'allais dire, multisectorielle quelque part, parce que lorsque vous êtes déplacé, il y avait aussi la ministre des Sports, le maire, bien sûr, était sur place. La réponse, elle est forcément plurielle. Oui, tout à fait. Mais elle est pluriel, donc il s'agit de mettre en commun toutes nos idées pour pouvoir établir un plan d'action efficace et qui puisse répondre aux attentes spécifiques de l'île de Bora Bora, mais aussi aux attentes, aux besoins qui peuvent se faire ressentir au sein de tous les établissements de la Polynésie. Alors, preuve que ce phénomène, en tous les cas de violence, est pris très au sérieux. Vendredi va se tenir à Bora Bora, on sait, la réunion du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui réunit donc aussi bien l'État, le pays, que les institutions judiciaires. Depuis que vous avez été nommé ministre de l'Éducation, quelle a été votre priorité? À quoi vous êtes-vous attaqué en premier? Écoutez, il y a plusieurs priorités, on peut dire comme ça. La priorité, en tout cas, c'est faire en sorte que cette politique de bienveillance, du souci du bien-être des élèves et des enseignants, soit d'abord mise en place. Je trouve que c'est important. Lorsqu'il y a de la bienveillance et du bien-être, en principe, les résultats devraient être positifs, non seulement au niveau des élèves, des enseignants, mais aussi des parents et de toute la communauté éducative, ainsi qu'auprès des services de la DG2E. C'est normal. Et comment on fait pour la mettre en place, cette bienveillance? Il y a des directives qui ont été diffusées, notamment au travers de la lettre de l'entrée, au travers de différentes rencontres qu'on a pu effectuer auprès des services de la DG2E, des enseignants, des cadres de l'éducation et aussi des parents d'élèves. C'est important. Alors, le décrochage scolaire, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un phénomène, hélas, bien présent donc, à l'école. Vous avez, par exemple, les dernières données, vous avez des chiffres, des tendances par rapport à la photo instantanée du décrochage scolaire ici?
Ben, en fait, les résultats sont plutôt positifs dans l'ensemble, puisque d'année en année, le retour des enfants qui étaient en décrochage scolaire se fait ressentir. Il y a des résultats positifs. C'est vrai qu'on aimerait avoir des chiffres meilleurs, mais en tout cas, en général, c'est positif. D'accord. Mais les chiffres, ça donne quoi, par exemple? Je n'ai pas les chiffres en tête là, je ne peux pas vous répondre d'emblée, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est positif. La tendance est à la baisse? Non, pas du tout. Elle est à la hausse. C'est vrai qu'il y a une année, il y a 2 ans, je crois que les résultats étaient un peu à la baisse, mais après, ça dépend aussi des motivations de certains élèves, et ça dépend aussi particulièrement lorsqu'il y avait, pendant la période du Covid, les chiffres ont baissé. Alors, il y a l'absence des élèves à l'école, et puis il y a aussi l'absence parfois des enseignants. Ces enseignants absents sont-ils systématiquement remplacés, oui ou non? Au niveau du premier degré, il existe une brigade de remplaçants qui est effective, mais c'est vrai aussi que les remplaçants peuvent tomber malades. Donc là, il y a une difficulté à remplacer. Au sein des équipes pédagogiques, on essaie de s'organiser au mieux en dispatchant les élèves dans les classes. Par contre, au niveau du second degré, ce n'est pas évident puisqu'il n'existe pas de brigade mobile. Et donc, au travers du pacte qui a été mis en place depuis la rentrée, pour les remplacements de courte durée, ça permet justement au chef d'établissement de pouvoir à ces remplacements en mettant des professeurs qui sont en place déjà dans l'établissement pour remplacer leurs collègues. Voilà. Mais par exemple, pour rassurer les parents d'élèves qui nous écoutent là, par exemple, ce matin, vous pouvez leur dire quoi? Qu'un enseignant, il ne restera pas plus de combien de jours absent ou pas remplacé? Ça, moi, je ne peux pas vous donner des chiffres. C'est le médecin qui leur dit combien de jours ils ont droit. Je peux pas. Oui, mais à votre disposition, vous n'avez pas de remplaçants, suffisamment de remplaçants. Dans le secondaire, il n'y en a pas. Mais comme je vous le disais tantôt, il y a un dispositif qui s'appelle le pacte qui permet justement aux enseignants qui ne sont pas absents de remplacer leurs collègues. Ça, mais pas forcément dans la même discipline. Par contre, au premier degré, il existe une brigade mobile. En général, elle fonctionne. Mais c'est vrai aussi que les brigadiers sont des humains, ils tombent aussi malades. C'est une brigade de combien d'enseignants? 25. 25 au total. Vous avez entendu le reportage sur les écoles tout à l'heure, l'enseignement bilingue, français et tahitien. Alors ça semble bien fonctionner. Vous comptez les répandre de plus en plus? 17 ont accepté de jouer le jeu pour le moment. Écoutez, avec un chiffre pareil, on ne peut que se réjouir de la réussite d'un tel dispositif qui a été déjà mis en place par l'ancienne gouvernance. C'est très bien. C'est un dispositif qui a du succès et qui normalement devrait tendre à une parité horaire. C'est progressif en fait. Il faut que les enseignants soient accompagnés pour pouvoir justement exécuter leur mission à bien. Et oui, ça a du succès et il y a une évaluation qui est prévue l'année prochaine pour pouvoir... tout dispositif, normalement, doit être évalué pour dire si c'est bénéfique ou pas. Il n'y a pas de nouvelles classes qui vont ouvrir là bientôt? Non, pas pour l'instant. Pour le moment. Vous avez entendu dans le reportage, les besoins se situent dans la formation et les personnels ressources aussi. C'est ce que disent les enseignants. Au niveau culturel, plus précisément, de toute façon, ça pèse trop dans les établissements scolaires qui n'ont pas le budget nécessaire. Oui, évidemment. C'est pour ça qu'on a mis en place au sein de des G2E un pôle qui s'occupe, un pôle des langues avec des experts, notamment du premier degré et du second degré, pour pouvoir justement accompagner tous ces enseignants, notamment au travers des enseignants animateurs qui sont basés dans chaque circonscription, qui s'occupent justement de l'enseignement des langues polynésiennes et aussi de l'anglais. Voilà, donc tout ce dispositif, normalement, devrait permettre d'accompagner sereinement et durablement tous ces enseignants qui ont certes des difficultés à enseigner le roman à eux. Il n'y a pas, vous revenez, je le disais, de Bora Bora, il n'y a pas de trop grand déséquilibre entre donc, les archipels et Tahiti dans les moyens, par exemple, d'encadrer les élèves, les profs? Oh non, pas du tout. Non. Si vous avez l'occasion de visiter le collège-lycée de Bora, ils ont beaucoup de moyens qui ont été mis en place pour répondre aux attentes des élèves. Même, il y en a qui sont mieux lotis qu'ici. Franchement, quand on visite les internes, là, ils sont très bien encadrés, ces élèves internes. Ils n'ont pas les mêmes... Ils sont privilégiés par rapport à certains qui sont internes ici dans les établissements. Bon, c'est vrai aussi que c'est un nouvel établissement, donc avec de nouvelles structures. Et forcément, le confort n'est pas le même.
Mmh. Alors, un autre phénomène, on a parlé de violence, vous avez évoqué un peu le harcèlement tout à l'heure à l'école. Euh, à ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents d'élèves qu'il y en aura de moins en moins parce que vous prenez le problème à bras-le-corps avec des dispositifs à l'intérieur des écoles ou bien? En tout cas, c'est l'objectif, hein, d'essayer enfin, de lutter contre ce fléau. Mais c'est un objectif qui doit être atteint avec le concours de tous les partenaires de la communauté éducative. Je le rappelle, ce n'est pas simplement le rôle de l'école, c'est le rôle non seulement aussi des parents, mais de l'ensemble de la société qui doit tenir un discours rassurant et apaisant et surtout d'accompagnement pour essayer d'éradiquer ce fléau. Éradiquer est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il faut positiver et avoir cet objectif en tête. Alors après plus de 100 jours donc, de fonction, comment est-ce que vous avez trouvé l'appareil éducatif? C'est un peu l'image que vous faisiez ou alors c'est pire que ce que vous avez imaginé? C'est l'image que j'avais déjà en tête, mais bon, quand on est aux rênes du pays, on se rend compte qu'il y a des choses, ou certains fonctionnements ou dispositifs qui ne sont pas forcément comme ce qu'on pensait. Par exemple comment dirais-je, certaines procédures au sein des services de l'éducation, notamment la J2E, méritent peut-être d'être toilettées. Au niveau du fonctionnement, bon, c'est normal, vous savez, c'est comme les habitudes. Quand il y a des habitudes qui ont été prises, c'est difficile de les changer. Mais c'est dans cette idée d'améliorer les choses, d'améliorer, de faire en sorte que on puisse répondre aux attentes des usagers comme il faut. Votre objectif prochain, ça va être quoi? Dans la mise en place, par exemple, est-ce que vous avez un projet pour mettre en place un dispositif oui, un des projets qui me tient à cœur, c'est justement cette promotion des chants traditionnels. Comme vous le savez, lors du Heiva, ils sont chaque fois boudés, puisque les gens quittent les gradins à ce moment-là. Et donc, c'est un point fort de l'âme polynésienne. Et j'estime qu'il est nécessaire d'intégrer tous ces chants, l'apprentissage de ces chants, en tout cas au sein de toutes les écoles, les établissements. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on intègre l'apprentissage, l'enseignement des chants traditionnels dans les projets d'école et les projets d'établissement. Donc ça veut dire que ce sera obligatoire. La place du sport ou de l'activité physique à l'école, ça donne quoi aujourd'hui? Évidemment que c'est important. Il y a beaucoup d'événements qui sont liés à la promotion de la pratique du sport. Et on ne peut pas faire, on ne peut pas faire sans. Donc ça fait partie du développement de l'enfant. Et évidemment que la pratique du sport ne peut être que bénéfique pour sa construction et son épanouissement, c'est sûr. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, notamment au travers des différentes associations, des fédérations sportives scolaires qui œuvrent dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire que vous avez les moyens de vos ambitions au ministère de l'Éducation ou alors il vous en faudrait beaucoup plus dans des secteurs bien précis? En tout cas, c'est positif. Nous sommes actuellement dans la préparation du budget primitif pour l'année prochaine et donc toutes nos actions sont pour l'instant bien cadrées et seront mises en place. Depuis que vous êtes aux manettes, donc au ministère de l'Éducation, vous pouvez dire que vous avez pu faire avancer quel dossier par exemple? Écoutez, un dossier qui m'est très cher, c'est celui du maintien de tous les lauréats de concours ici en Polynésie. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi à tous les maintenir sur le territoire. Certains étaient affectés en métropole, et donc on a réussi à le faire tant bien que mal. Et je trouve que ça, c'est une fierté de pouvoir maintenir les Polynésiens sur le phénomène. C'est important. Ils sont prioritaires. C'est important aussi de les maintenir, j'allais dire, dans les archipels. Bien sûr, ça fait partie de la Polynésie. La Polynésie ne se cantonne pas à Tahiti. Ça, il faut le savoir. Et en tant qu'enseignant, il faut se préparer à être muté dans les îles. Ça, c'est évident. Et si on n'est pas préparé, il faut revoir sa copie avant de candidater à ce concours. Mais les jeunes, comment faire pour les fixer, les garder justement dans les archipels? Il y a des dispositifs à mettre en place, je pense ici à l'apprentissage par exemple.
Bien sûr, ils ont besoin d'être accompagnés, mais je pense que le fond, c'est véritablement, comment dirais-je, changer notre manière de voir les choses. Hmm. Hein, enseigner dans les îles, ça peut faire partie d'une expérience à vivre. Et forcément, tous les élèves ne fonctionnent pas de la même manière, ça ne peut qu'être enrichissant pour les enseignants. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation ce matin. En qualité de ministre de l'Éducation, vous avez rendez-vous en tahitien avec Carlos Natoa dans une poignée de minutes. Merci. Alors.